J'appelle aujourd'hui à la barre un duo de tueurs. Ça faisait longtemps, alors ils n'ont pas fait toute leur carrière ensemble, mais vous allez voir que leurs parcours sont quand même bien emmêlés et sacrément dérangés, avec des enfances déjà bien chaotiques. D'un côté, Otis Toole, le cannibale de Jacksonville, qui est aussi pyromane, au moins la viande humaine qu'il mange, elle est bien cuite. Et de l'autre, Henry Lee Lucas, qui revendique des centaines de victimes, même si officiellement on n'en a que 3. Ensemble, ces deux-là ont sûrement fait des dizaines de victimes. Ils ont fait des étincelles. C'est pratique pour allumer le barbecue d'Otis, qui n'a pas voulu faire scribe comme son ancêtre. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Sur cette excellente vanne, on commence. Otis est né dans une famille très pauvre, avec des parents illettrés, un père et un beau-père qui sont violents, et il va avoir des relations sexuelles assez tôt avec sa sœur. Sa grand-mère à Otis est adepte de sorcellerie et il l'accompagne au cimetière pour déterrer des corps, décapiter des cadavres et broyer les os pour faire des potions, et c'est ensuite à lui de les boire. Ça lui fait un point commun avec Obélix. Non, Obélix, tu es tombé dans la marmite étant petit. Par contre, c'est pas de la vraie potion magique, hein. Ça a l'air surtout de la merde. Et pour accompagner ça, son père lui fait manger du chien. Autant vous dire qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour réussir à l'école, ses études sont un échec, il a un QI assez faible, et sa sœur le travestit et le pousse à la prostitution. Et lui, de son côté, Otis va revendiquer son homosexualité. Dès 1964, il est arrêté pour des vols, il commet aussi des incendies, mais l'année la plus importante, c'est 1976, et sa rencontre avec Henry Lee Lucas, qui va devenir son partenaire de crime, puisque 2 ans après, leur terrible série de crimes va commencer. Je le présente, il s'appelle Henry. Henry aussi a eu une famille pauvre, il vit dans une cabane sans eau courante ni électricité. Ça aurait fait plaisir à Una Bomber, cette sobriété et ce retour à la nature. C'est ça, le goût des choses simples. Si vous n'avez pas la référence, honte à vous, eh bien je vous mets la vidéo juste au-dessus pour faire votre session de rattrapage. Allez-y vite, nous on reprend. Son père est en fauteuil roulant, il s'est fait couper les jambes en tombant sur les rails d'un train qui passait alors qu'il était bourré. Et il est surnommé No Legs, donc sans jambes. C'est factuel, mais un peu cruel. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de jambes, pas d'amende. Alors pas d'amende à manger, mais surtout pas d'amende pour stationner avec ta carte handicapée. Double signification. Bon après, c'est vrai que officiellement, c'est pas une vraie rime en ambe, mais j'ai pas trouvé mieux. Si vous avez une meilleure idée, dites-la moi en commentaire. Si vous vous croyez plus malin et plus drôle. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. La mère de Henry est une prostituée alcoolique qui le violente à coups de bûches de bois et qui l'humilie. Elle le déguise en fille et le force à aller à l'école comme ça, où forcément il est moqué par ses camarades. À la maison, on va aussi lui montrer comment égorger des animaux, et il va d'ailleurs perdre un œil après avoir joué avec un couteau. Il commence en plus à boire de l'alcool assez tôt. Bref, c'est une éducation normale, ou presque. À 14 ans, il va étrangler une jeune femme de 17 qu'il voulait violer mais qui se débat, et il va aussi kidnapper 2 écolières pour les violer. Il fait déjà des allers-retours en prison avant de tuer sa mère. Rien que ça. Il la poignarde après une dispute où elle avait critiqué sa fiancée, elle avait commencé à lui mettre des coups de balai, et lui, en retour, il l'a poignardée. Et il dit que c'est de la légitime défense. Mais bon, face à un manche à balai, il y a quand même pas beaucoup de risques. Debout. Il sera quand même libéré car la prison est surpeuplée. Moi je comprends pas, je pensais qu'en prison c'était le grand luxe, qu'on avait des PlayStation et qu'on faisait du karting. Mais apparemment il y a aussi des prisons surpeuplées où les conditions de vie sont inhumaines. On en apprend tous les jours, c'est fou. Après tout ça, Henry va vagabonder, il a nulle part où aller, et il va arriver à Jacksonville, où il rencontre Otis en 1976, lors d'une soupe populaire à laquelle il se rendait, car il n'avait pas d'endroit où dormir ni de quoi manger. Et c'est le début d'une amitié un peu particulière. Nos 2 futurs tueurs vont aller vivre chez la tante d'Otis avec sa mère, mais aussi sa nièce, Becky, et son neveu. Ils vont travailler, mais ils vont surtout passer beaucoup de temps sur la route à tuer. Lucas cible plutôt des femmes, Toole plutôt des hommes, et ils sont tous les deux dans une spirale destructrice. Ils s'en prennent à des autostoppeurs, par exemple, ils vont croiser un couple en panne au bord de la route, ils vont tuer l'homme de 9 balles, et ensuite Lucas va aller prendre la fille sur la banquette arrière pour la violer, et ça va rendre un peu jaloux Otis qui va s'arrêter pour la tuer, justement parce qu'il ne voulait pas voir son pote se taper quelqu'un. Il avait sûrement un crush pour lui. Ils s'en prennent aussi à des employés de station-service, ils volent des magasins avant de tuer les vendeurs, ils peuvent aussi les violer, et surtout, Otis, il aimait bien manger ses victimes. Il aurait même une sauce barbecue maison dont lui seul a le secret. C'est un vrai cordon bleu. À Top Chef, il aurait cartonné. Cette recette, j'ai envie de la partager avec le monde entier. Carrément. J'avais la chair de poule. Cette prise de risque de leur servir de la viande humaine, ça aurait impressionné Philippe Etchebest. Ce que je peux apporter à des jeunes comme ça, c'est ma plus belle récompense. Toole dit même qu'il arrive à percevoir la différence de goût entre un homme et une femme et un enfant et un adulte. Nos 2 psychopathes ne sont jamais inquiétés car ils frappent dans des endroits reculés, isolés, où il y a rarement des témoins. Et quand ils seront arrêtés plus tard dans notre histoire,
Ils vont également raconter aux enquêteurs qu'ils ont travaillé pour une secte satanique à laquelle ils fournissaient justement des victimes. On leur commandait des meurtres ou alors des enlèvements de bébés pour faire des sacrifices humains de vierges ou alors pour faire du trafic d'enfants dans des pays étrangers. La police ne va jamais trouver la moindre information sur cette secte qui s'appelait soi-disant la main de la mort, et eux diront que c'est un complot et que c'est normal qu'on ne trouve pas d'infos justement parce que dans cette secte, il y a des personnes impliquées, des hauts gradés de la police. Le classique du complotisme. Pour revenir à des choses plus pragmatiques, la mère et la tante de Otis vont finir par mourir. Les deux neveux, le garçon et la fille, sont placés dans un établissement, mais Henry va kidnapper Becky, qui a une douzaine d'années, car il en serait amoureux. Et ils vont former une sorte de couple. Oui, là c'est glauque. Enfin, le reste de l'histoire l'est tout autant, mais cette relation elle n'est pas normale non plus. D'après Henry, Becky était excitée sexuellement par les crimes qu'il commettait. Alors je veux bien qu'il y ait des femmes qui aiment les bad boys, mais il y a une limite, faut pas déconner. Les chemins entre Toole et Lucas vont se séparer, le cannibale pyromane reste à Jacksonville, tandis que l'autre kidnappe son amoureuse et part avec elle vagabonder dans le pays. Ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils finissent par travailler pour une vieille dame de 82 ans qui s'appelle Kate Rich et à qui ils vont voler de l'argent. Alors on ne sait pas si Kate était vraiment Rich comme son nom de famille l'indique, mais vu que eux n'étaient pas vraiment des génies, ça se trouve ils ont pensé qu'elle était fortunée. De base, ils étaient nourris, logés et blanchis par la famille pour s'occuper de la vieille dame, ils allaient lui faire les courses et en fait ils ont commencé à prendre les chèques pour eux et à s'acheter ce qu'ils voulaient. Du coup, l'épicier a dû commencer à se dire que les boîtes de capote et les packs de bière, c'était pas pour elle. Donc il a prévenu la famille qui les a foutus dehors. Mais Henry et Becky vont encore avoir de la chance, ils vont être recueillis par un religieux qui gère une communauté et qui propose de les héberger une nouvelle fois contre leur service. Et là, ça va être la révélation pour la jeune femme qui s'épanouit dans la religion et qui va vouloir commencer à se faire pardonner ses péchés. Elle reprend contact avec Kate, la vieille dame qu'ils arnaquaient, pour se faire pardonner, et elle va ensuite demander à Henry de rentrer chez elle car ce n'est pas bien de l'avoir enlevé. Oui, effectivement, je confirme. Les amants vont reprendre la route, sauf qu'une dispute va éclater entre les deux et Henry va finir par la poignarder, et comme à son habitude, il va violer le cadavre après coup. De base, ils avaient prévu de dormir à la Belle Étoile dans un champ, vu qu'ils n'avaient pas d'endroit où s'abriter, et il va donc découper le corps et le cacher dans 3 oreillers avant de les enterrer. C'est un peu particulier comme rembourrage, c'est pas très confortable. Je préfère avoir des plumes dans mon coussin que des mains et des pieds. En tout cas, apparemment, ça serait le seul meurtre où il va culpabiliser, mais il n'y a pas de quoi non plus se rendre au shérif pour avouer ses crimes. Au contraire, pour travailler son alibi et ne pas éveiller les soupçons, le tueur en série retourne à la communauté religieuse pour faire croire que Becky est finalement partie avec un autre. Kate, la vieille dame, va contacter Lucas pour avoir des nouvelles de Becky, elle va venir le rencontrer, mais elle ne croit pas à son histoire, donc là encore, le serial killer est obligé de la tuer au terme d'une dispute, et à la fin, il va aussi violer son cadavre. Pas de préférence entre les très vieilles et les très jeunes. Forcément, la disparition de la personne âgée va alerter les autorités, et avec le passif qu'il y a eu avec Henry, ils vont le soupçonner tout de suite, sauf qu'ils n'arrivent pas à le faire craquer lors de l'interrogatoire, quand bien même le shérif l'a privé de café et de cigarettes alors qu'il en est accro. De toute manière, c'est mauvais pour la santé. Il aurait dû le remercier. Henry va s'éloigner un peu avant de revenir dans la communauté, et à ce moment-là, il donne une arme à feu au pasteur, qui se charge de prévenir la police, qui le gardait encore à l'œil. Et là, cette fois, le tueur est arrêté pour possession illégale d'une arme, et il va passer à table. Et ce n'est pas pour manger le barbecue de son pote. On sait que leur bilan peut être monstrueux, qu'il y a certainement de nombreuses victimes, mais on sait aussi que Henry Lucas est un peu un mytho qui aime bien grossir les chiffres, parce qu'il va avouer beaucoup de meurtres, près de 300, et il faut reconnaître que ça fait beaucoup. Donc on a beaucoup de doutes à son sujet, parce que par exemple, il aurait dû faire 11 000 km sur 4 jours pour tuer 8 personnes qui ont été retrouvées mortes, si vraiment il était coupable dans toutes ces affaires. En fait, il se sert des informations que la police lui donne pour les réutiliser et pour avouer beaucoup de crimes. Ça lui permet d'avoir une certaine réputation en prison pour avoir des passe-droits, vu que justement, il apparaît comme un très gros criminel. Bon après, dans tous les cas, ça en était déjà un. Il n'y avait pas besoin de grossir le trait. C'est comme ceux qui ont déjà 20 sur 20 au bac, mais qui veulent avoir 21 sur 20 grâce à l'option latin. Bah là c'est pareil, t'es pas obligé d'inventer 300 victimes. Officiellement pour Henry, on a 3 meurtres, sa mère, Becky son amante et Kate la vieille dame. Après, il faut se rendre à l'évidence que le bilan est forcément plus élevé. On reprochait aussi à Lucas le meurtre d'une inconnue qui était surnommée Chaussette Orange, en raison, je vous donne en mille, des chaussettes oranges que portait le cadavre. À défaut d'avoir son identité, son nom, on lui donne un surnom. On ne va pas s'attarder sur ce choix de couleur vestimentaire, mais elle a été tuée un soir d'Halloween, et donc peut-être que c'était une référence à la citrouille. Mais pour rester dans le thème de l'horreur et du morbide pour Halloween, le tueur en série avoue l'avoir étouffée et violée après qu'elle ait refusé de coucher avec lui. Et pour ce crime, il va être condamné à mort. Le problème, c'est qu'on a un chèque qu'il a encaissé et qui est bien loin des lieux du crime,
ce qui rend du coup très peu probable le fait d'avoir fait la route aussi rapidement entre sa banque et l'endroit du meurtre. Le déroulé des faits est donc bizarre, le psychopathe passe au détecteur de mensonges, alors bon, c'est pas fiable à 100%, mais en tout cas la machine dit qu'il ne dit pas la vérité à propos de ce crime. Et ensuite, on va avoir une autopsie qui annonce que la jeune femme n'a pas été violée, et surtout que Chaussette Orange avait la syphilis, et que donc si Henri avait bien couché avec elle, il l'aurait attrapée. Après, il aurait pu tout simplement aussi se protéger. Et donc, avec toutes les interrogations qui existent encore autour de ce crime, le gouverneur de l'époque, qui est un certain George Bush, va le gracier pour qu'il fasse uniquement de la prison à vie, plutôt que d'être condamné à mort. Du coup, George Bush, ça le dérange pas de gracier un tueur en série, et ça le dérange pas non plus d'aller faire des guerres en Irak et en Afghanistan, qui vont faire beaucoup de victimes. De son côté, Otis Toole est arrêté en 1983 pour une série d'incendies criminels, et il va aussi avouer le meurtre et la décapitation d'un enfant de 6 ans qui s'appelle Adam, et il a aussi tué un an plus tôt George, un homme de 64 ans qu'il a enfermé dans la maison avant de provoquer un incendie. Otis est bien pyromane, il avoue une quarantaine d'incendies, donc il aime vraiment ça, et en plus on peut penser qu'il est sexuellement excité par le feu. C'est un fantasme un peu particulier. Après, si ça lui fait plaisir de se faire griller la merguez, il fait comme il veut. En conclusion, on avait donc d'un côté Henry Lucas, qui était un sadique nécrophile qui attaquait les femmes, et de l'autre Otis Toole, un cannibale pyromane qui privilégiait les hommes. Une belle brochette complémentaire, c'est élémentaire. Brochette, petite référence au barbecue, c'est pas mal.